62 000, c'est le nombre de cas de harcèlement recensés en Corée du Sud en une seule année. Et là je me suis posé une vraie question. Est-ce que ce qu'on voit dans les webtoons scolaires c'est juste de la fiction? Ou c'est le reflet butral d'une réalité qu'on préfère ignorer? Harcèlement à l'école, pression psychologique des parents, tentative de suicide, rivalité violente entre élèves. Est-ce que la Corée du Sud vit réellement ce qu'elle dessine? Est-ce que les webtoons c'est une alerte ou juste du divertissement? Aujourd'hui on plonge tête la première dans cette face cachée que personne ne veut voir. Et avant de commencer, vous connaissez la mission, on vise les 30K avant fin juin. Like, commente, partage à fond et abonne-toi si ce genre de contenu te parle. Le concours des 10K arrive avec 100 € de manga webtoon à gagner en live sur Twitch. Les plus actifs auront les meilleures chances de repartir avec du lourd. Rejoignez-moi aussi sur tous les réseaux, X, Insta, Discord et venez débattre en direct sur Twitch. Les talks webtoon arrivent et pour les fans de frissons, n'oubliez pas ma chaîne horreur. Et si on commençait? Imaginez un ado qui rentre chaque matin à l'école, comme on se rend à la guerre, le cœur battant, les épaules contractées, prêt à encaisser l'insupportable. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité quotidienne de milliers d'élèves en Corée du Sud. Si vous avez déjà plongé dans des webtoons comme True Education ou Viral Hit, vous avez entrevu cet enfer. Gamins brimés, humiliés, frappés, trahis, poussés au bord du gouffre. Et derrière la page écarlate et la narration stylisée, c'est un constat glaçant qui surgit. La violence scolaire y est massive, systématique, silencieuse. En 2022, le ministère de l'Éducation sud-coréen lâche une bombe. 19,1% des élèves déclarent avoir été victimes de violences scolaires. Presque un garçon ou fille sur 5 ose mettre un mot sur sa souffrance. Et je vous arrête tout de suite, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, seulement ceux qui ont eu le courage ou le désespoir de parler. Derrière ce pourcentage, il y a des visages, des vies suspendues à un mode cruel, à une vidéo partagée pour se moquer, à un coup maladroit mais fatal dans sa répétition. 47,6% sont de la violence verbale, 18,6% sont de l'octricisme froid, l'isolement savamment orchestré par la bande, 13,9% sont de la violence physique, coups, gifles, objets volants, 10% sont le cyberharcèlement, vie privée exposée sur Kaotalk, rumeurs virales, chantage numérique. Dans Pour ne pas mourir, le protagoniste sombre si loin qu'il envisage le suicide, un écho direct aux chiffres officiels du Korea Suicide Prevention Center, qui nous rappelle que le suicide est chez les 10-24 ans la première cause de mortalité en Corée du Sud. Chaque mois, 38 jeunes en Corée du Sud mettent fin à leur jour. Pas des adultes à bout de souffle, pas des anciens sans attache, des enfants, des adolescents au visage encore rond, à la peau marquée par l'acné et les rêves. Vêtus d'un uniforme trop rigide comme une armure lourde pour leurs épaules. Ils rentraient juste de sport, ils avaient encore les jambes fatiguées et le cœur battant d'avoir couru. Leur sac rempli de manuels, de cahiers cornés, de devoirs notés en rouge. Et au fond de la poche intérieure, les poids silencieux d'un mal qu'on ne voit pas. La honte, la solitude, la peur. Dans 6 cas sur 10, l'école n'est pas un refuge, c'est le camp de bataille. Pas juste à cause des examens, mais à cause des coups, des mots, des regards, à cause de ceux qui frappent et de ceux qui détournent les yeux. Alors quand The Glory débarque sur les écrans, ce n'est pas un simple K-drama de plus. Ce n'est pas du divertissement, c'est un cri, un électrochoc, une fiction inspirée du réel. Celui de Cheongju en 2006, une lycéenne torturée pendant des mois par ses camarades de classe. Pas une dispute, pas un simple harcèlement scolaire, un supplice. Brûlé avec un fer à lisser, frappe après frappe. Humiliation après humiliation et pendant ce temps-là, les adultes se taisaient. L'école faisait mine de ne rien voir, les parents paralysés par la peur du scandale, les agresseurs à peine inquiétés, la justice écrite à l'encre de l'impunité. Dans The Glory, la victime a un nom, Moon Dang-on, mais elle n'est pas là pour pleurer, pas là pour pardonner, pas là pour tourner la page. Elle est là pour se souvenir et pour frapper à son tour. Pendant des années, elle construit sa vengeance comme une architecte de la douleur, froide, patiente, chirurgicale. Chaque détail compte, chaque pas est calculé. Ce n'est pas une histoire de justice, c'est une condamnation. Un procès silencieux d'un système qui préfère fabriquer des premiers de la classe plutôt que des enfants heureux. The Glory ne console pas, elle dérange, elle explose, elle déracine une vérité que la Corée tente de camoufler sous les classements PISA et les taux de réussite aux examens. Elle dit tout haut ce que beaucoup murmurent à peine, que les écoles tuent, par leur silence, leur pression, leur obsession de la perfection. Mais la violence ne s'arrête pas à l'école. The Penthouse, autre succès majeur de la fiction coréenne contemporaine, pousse l'exploration des travers sociaux à un niveau rarement atteint. Ce drama, épaulé par son adaptation en webtoon, nous plonge au cœur d'un univers ultra élitiste, où la compétition dépasse toutes les limites de la morale et de l'humanité. Dans cet immeuble hors norme, une tour luxueuse qui incarne à elle, seule le summum de la richesse et du pouvoir. Les rivalités ne sont pas seulement des conflits, mais de véritables luttes de pouvoir aux enjeux mortels. Si les familles, souvent par l'intermédiaire de leurs enfants, s'affrontent dans une guerre psychologique, sans pitié. Ce sont des batailles sourdes, des jeux d'influence et de manipulation qui s'étendent bien au-delà des murs dorés,
contaminant chaque relation, chaque parole, chaque geste. Le harcèlement, la manipulation perverse, la trahison et la violence deviennent le quotidien cruel de ces élèves d'élite. Pressés par des attentes sociales et familiales écrasantes, ces enfants voient leur seuil de tolérance exploser jusqu'à l'effondrement. Sous le poids de cette pression insoutenable, leurs âmes sont brisées, leur identité déformée. Dans cet univers, les enfants ne sont plus des êtres humains. Ils deviennent des armes, des pions sur l'échiquier impitoyable de leurs parents, qui eux-mêmes se muent en stratèges sans scrupules, prêts à tout sacrifier. Éthique, amour, bien-être, au-delà d'un seul objectif, la réussite sociale et la préservation du statut familial. The Penthouse dépeint aussi une société profondément malade, rongée par l'obsession du paraître et du prestige. Une société où l'image soigneusement construite du luxe ou de la perfection masque une violence sourde et dévastatrice, où chaque sourire cache une ambition dévorante, et où chaque relation est une menace latente. Cette œuvre met en lumière la déshumanisation causée par un système qui valorise davantage le rang social que la vie elle-même, rappelant cruellement que derrière les façades éclatantes se jouent des drames invisibles qui détruisent des existences. Une critique impitoyable d'un monde où le succès perçu comme une fin absolue justifie les sacrifices les plus inhumains. Dans la même veine, le webtoon Pyramid Game propose une métaphore terrifiante de cette violence sociale. Pyramid Game propose une plongée glaçante au cœur d'une violence sociale déshumanisante, incarnée par un système cruel qui pousse les individus à s'entre-déchirer pour survivre. Dans cette histoire, les personnages ne sont plus simplement des adolescents dans un lycée, mais des participants involontaires d'un jeu brutal, où chaque épreuve exerce la peur, la trahison et l'humiliation. La structure même du Pyramid Game est une allégorie puissante, une compétition sans pitié où la réussite ne se mesure pas à l'effort ou au mérite, mais à la capacité de manipuler, d'isoler et finalement de briser psychologiquement ses pairs. Cette compétition ne se limite pas à une confrontation physique, c'est une bataille mentale où la pression sociale et le regard des autres deviennent des armes redoutables. Le webtoon dénonce avec force cette obsession contemporaine pour la réussite à tout prix, un phénomène malheureusement trop familier dans de nombreuses sociétés modernes. Dans ce système, l'individu est réduit à un simple chiffre, à un rang dans une hiérarchie impitoyable. La solidarité et la confiance, valeurs fondamentales d'une communauté saine, sont remplacées par la méfiance et la peur constante de tomber dans l'oubli ou la honte. Au cœur de cette intrigue se trouve Seong Soo-ji, une jeune fille transférée dans un lycée réputé mais marqué par des règles invisible et terrifiante. Dès son arrivée dans la classe 5 de deuxième année du lycée Baekhyung, elle découvre un environnement à la fois calme, en apparence, et profondément toxique. Ses camarades, pris au piège de ce jeu mensuel appelé le jeu de la pyramide, sont contraints de voter pour leur père, désignant ainsi une victime. Celle qui reçoit le moins de votes se voit attribuer un F, un signe d'exclusion et de condamnation sociale. Soo-ji, dès le premier round, se retrouve à 0 vote. Elle devient la cible de l'intimidation, de la violence psychologique et d'une indifférence glaçante. Ce qui rend la situation encore plus terrifiante, c'est le silence complice des autres élèves. Chacun semble accepter ce jeu comme une fatalité, un rite cruel de passage. Pourtant, au lieu de se résigner, Soo-ji refuse de se laisser broyer par ce mécanisme. Sa lutte pour mettre fin au jeu devient une métaphore de la résistance face à un système qui détruit les liens humains. Pyramid Game soulève aussi des questions profondes sur la morale et la nature humaine. Jusqu'où peut-on aller pour rester dans la course? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour être acceptés? Et surtout, comment retrouver de l'humanité dans un environnement où la peur et la compétition règnent en maître? À travers cette œuvre, le webtoon invite à réfléchir sur les mécanismes sournois du harcèlement scolaire et de la pression sociale qui ne se limite pas aux coups et aux mots, mais s'incarne dans des systèmes invisibles et destructeurs. C'est une dénonciation poignante d'une jeunesse broyée par des attentes impossibles et un appel à réinventer des espaces où la solidarité et l'empathie reprennent enfin leur place. Et l'État, il réagit, mais comme une entreprise de communication. Des spots à la télévision, des slogans contre le harcèlement rythmés par de la musique pop, des plateformes anonymes pour dénoncer alors que tout le monde sait que le prof de PS fait partie du comité. Pendant ce temps, les victimes attendent 10 jours pour un rendez-vous avec une psychologue scolaire, souvent sans suivi, souvent sans écoute réelle. La honte, elle est immédiate et elle coûte cher. On apprend très tôt à se taire, à ne pas faire de vagues, à garder la face, à survivre sans un bruit. Mais parfois, une voix perce le silence. Un idole dit « Moi aussi, j'ai été une victime », un autre avoue « J'ai été un bourreau », et soudain le débat s'enflamme. Bien fait, il exagère, encore une star qui veut attirer l'attention. La compassion ne dure qu'un instant, la stigmatisation, elle, colle à la peau comme une deuxième punition. The Glory ne résout rien. Elle n'a pas cette prétention, mais elle fait ce que personne d'autre n'ose faire. Elle regarde le monstre en face et elle demande combien de fonds faudrait-il encore enterrer pour que la société se réveille. Ce qui est effrayant, ce n'est pas seulement le harcèlement scolaire. Ce qui glace le sang, c'est le silence des adultes, le silence des murs, le silence d'un système qui regarde ailleurs. On pourrait croire qu'il s'agit juste d'élèves brutalisés dans un couloir, d'un petit groupe de bourreaux, de coups de pied sous les tables, de moqueries murmurées entre deux cours, mais non. Le mal est plus profond, plus structuré, plus organisé. True Education n'est pas un simple webtoon, c'est une dissection, un
scalpel narratif qui tranche, couche après couche, l'hypocrisie du système éducatif sud-coréen. Il expose une vérité qu'on ne veut pas voir. Dans certaines écoles, ce ne sont pas les élèves qui sont défaillants, c'est l'institution tout entière. Professeurs complices, directeurs obsédés par leurs statistiques, parents qui refusent de croire ce que leur enfant endure ou inflige, et au-dessus de tout ça, des politiques éducatives qui sacrifient l'humain sur l'autel de la performance, de l'image, du classement. Et quand l'injustice devient la norme, quand les excuses remplacent l'action, quand on enterre les témoignages qu'on le punit, qui ose parler, alors surgit un homme. Oh Jinna, fonctionnaire du ministère, tenue impeccable, regard froid. Mais il ne vient pas pour dialoguer, il ne croit plus en la pédagogie, il croit en la peur, en la violence, en la honte. Et il s'en sert, pas pour se venger, pas pour sauver qui que ce soit, mais pour briser. Pour l'éducation vous entraîne dans une spirale dérangeante, où la justice devient perverse, où les rôles se brouillent. Les victimes deviennent bourreaux, les bourreaux deviennent des exemples, et le système continue de tourner comme si de rien n'était. Chaque chapitre est un uppercut. Chaque intervention de Hwao-jin est un jugement sans appel. Il frappe, il humilie, il expose les failles, les mensonges, les visages faussement innocents. Mais jusqu'où peut-on aller pour faire régner l'ordre? À partir de quel moment devient-on soi-même un monstre, même au nom du bien? Pour éducation, ce n'est pas une réponse, c'est une question posée avec les points. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour que la vérité éclate? Ce qui est fou, c'est qu'on parle souvent de trait éducation pour ses polémiques. L'auteur a dû s'excuser publiquement et réécrire un arc entier à cause de propos racistes, et à juste titre. Mais au-delà de ce scandale, il existe une autre œuvre bien plus frontale, bien plus dérangeante qui va creuser dans les failles du système judiciaire pour mineurs en Corée du Sud. Cette œuvre, c'est Juvenile Justice. Un K-drama brutal, réaliste qui ne cherche pas à enjoliver, il expose une réalité dérangeante. Celle d'adolescents qui commettent des actes atroces, parfois même des crimes d'une violence insoutenable, et qui pourtant échappent aux conséquences, simplement parce qu'ils sont juridiquement considérés comme des enfants. Ce qui est glaçant dans Juvenile Justice, ce n'est pas seulement la violence des actes, c'est ce qui vient après, les audiences, les visages impassibles, les décisions rendues sans émotion. Parce que dans ce K-drama, les monstres ont 13 ans, 14 ans, parfois moins. Et pourtant, ils volent, frappent, humilient, torturent, tuent sans remords, sans peur, parce qu'ils le savent. La loi les protège. Ce sont des enfants. Une phrase qu'on entend comme un mantra. Une protection automatique. Comme si l'âge effaçait la monstruosité. Comme si la jeunesse était une excuse. Mais alors surgit Shim En-sok. Juge austère, froide, intransigeante, elle n'aime pas les mineurs et elle ne s'en cache pas. Elle entre dans cette machine judiciaire rouillée où la compassion est de façade, où les procédures étouffent la vérité et où les coupables s'en sortent souvent mieux que les victimes. Elle est là pour rappeler que la loi n'est pas un bouclier quand on choisit le mal. Juvenile Justice, c'est une plongée dans l'ambiguïté de la justice sud-coréenne. Un système qui tente d'équilibrer protection et responsabilité, mais qui trop souvent finit par abandonner les victimes au nom de principes mal compris. Chaque affaire présentée est un miroir tendu à la société. Un adolescent qui viole et revient libre, protégé par son âge. Une fille qui organise le meurtre de sa mère et qu'on refuse de juger comme une adulte. Un groupe d'ados qui pousse une camarade au suicide sans jamais porter le poids de leur acte. Et face à ces horreurs, la question qui revient encore et encore. À quel moment un enfant cesse d'être innocent, et surtout, que vaut une justice qui oublie les morts pour protéger les vivants? Juvenile Justice, ce n'est pas un drama qui console, c'est une série qui dérange, qui accuse, qui expose l'hypocrisie d'un système qui refuse de regarder la violence en face, sous prétexte qu'elle vient de ceux qu'on appelle encore mineurs. Et pourtant, il n'y a rien d'enfanté dans ces actes, il n'y a que le sang, les larmes, le vide. Pourquoi ces œuvres cartonnent-elles? Parce qu'elles sont plus d'un divertissement, elles sont le micro tendu sous l'oreille du silence, l'écho des douleurs muettes que personne ne veut entendre. Chaque épisode, chaque cage, chaque scène devient un exutoire collectif, une respiration partagée dans un monde où trop souvent la souffrance est étouffée. Elle dit ce que tant n'ont jamais pu formuler. Tu vois, moi aussi j'ai mal. Et cette simple phrase, ce miroir tendu, devient une arme. Une arme douce mais redoutable. L'empathie collective, c'est là leur véritable pouvoir. Elle brise l'isolement, elle tend la main à ceux qui pensaient être seuls. Et ce lien invisible qui se tisse entre les victimes fictives et celles bien réelles, il est indestructible. On ne regarde pas ces histoires par hasard, on les regarde pour voir les bourreaux tomber, pour sentir cette justice fictive penser nos blessures. Parce qu'on a tous un jour voulu hurler dans une cour de récré. Claquer une vérité qu'on nous a appris à terre, ces récits hurlent à nos places, ils crient fort, ils dérangent, ils grattent là où ça fait mal. Et c'est pour ça qu'on les aime. Surtout, elles révèlent une vérité universelle. L'injustice n'éteint pas la voix. Elle l'alimente, elle attise la révolte, elle transforme chaque arme ravalée en étincelle prête à embraser un public. Face à la pression sociale ou humiliation répétée, au poids du silence, la moindre geste de résistance devient immense. Une gifle, une phrase, un regard défiant, tout peut devenir acte de rébellion. Dans ses œuvres, chaque acte compte, chaque détail prend sens parce qu'elle ne se contente pas de raconter la douleur, elle la transforme. En colère, en courage, en art. Les webtoons et les K-dramas ne sont pas qu'un effet de mode, ce sont des caisses de résonance. Elle capte la douleur, la sublime et la relâche dans le monde avec une intensité presque incandescente. Elle nous secoue, nous bouleverse, nous libère. Elle prouve que la fiction, quand elle touche de juste, devient une forme de justice. Le harcèlement scolaire en Corée du Sud, ce n'est pas du spectacle. Ce ne sont pas que des scènes chocs pour attirer l'audience. C'est une réalité brutale, quotidienne qui broie des vies en silence. Chaque année, des milliers d'enfants, d'ados sombrent. Certains s'éteignent sans qu'on sait jamais prononcer leur nom à haute voix. Ces webtoons et dramas qu'on binge-watch le soir, ce ne sont pas juste des fictions.
Ce sont des cris, des témoignages, des alarmes. Et ils nous rappellent une vérité que beaucoup préfèrent oublier. Derrière chaque statistique, il y a un prénom, une histoire, un vide. Mais que fait-on face à ça? Les établissements scolaires ferment les yeux, minimisent, déplacent les victimes en lieu de punir les coupables. La société, elle stigmatise, elle accuse les faibles d'être trop faibles et les systèmes d'aide psychologique souvent débordés, parfois sourds, trop tard. Pourtant, œuvre après œuvre, le message reste le même. Qu'il s'agisse de The Glory, de Loki's, de Wikiro ou de Duty After School, tous hurlent la même question. Est-ce qu'on écoute vraiment? Ou est-ce qu'on se contente de regarder? Alors maintenant, c'est à vous. Quel webtoon ou drama vous a frappé en plein cœur? Lequel vous a glacé le sang? Lequel vous a fait vous dire « Et si c'était moi? Et si c'était mon petit frère, ma cousine, mon ami ?» Partagez vos ressentis, vos coups de cœur, vos colères, parce que briser le silence, c'est plus qu'un premier pas, c'est déjà une bataille de gagner. Rappel, le concours dédicat abonné aura lieu en live sur Twitch, avec 100 € de manga webtoon à gagner. La date sera annoncée très bientôt, soyez prêts et continuez à liker, commenter et partager pour maximiser vos chances. Rejoignez-moi sur Twitch pour des débats en direct sur les webtoons, X, Instagram, Discord pour ne rien manquer de l'actu et des discussions enflammées. Ma chaîne horreur pour les amateurs de frissons et de récits glaçants. Objectif 30K abonnés avant fin juin, merci pour votre soutien incroyable, ce n'est que le début. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, avant de critiquer, prenez le temps de connaître car derrière chaque œuvre, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Restez curieux, continuez à explorer, moi c'est Rito et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. A très bientôt.